Alors bonjour à tous. Je vous remercie d'être là. On n'est pas nombreux, c'est peut-être une bonne chose pour moi, hein, comme ça je ne suis pas trop stressée. Je l'étais déjà depuis le matin. Donc je remercie PECB pour avoir été donc invité à donner cette présentation. Je le remercie aussi pour la confiance parce que j'ai été élue meilleure formatrice francophone pour PECB hier lors du dîner gala et j'en suis très fière et j'espère j'espère que vous me direz bon, ils ont eu raison après ma présentation, d'accord? Alors, je me présente, je suis Sonia Khalel, je suis d'origine tunisienne, je suis ingénieure informaticienne de formation et je suis consultante actuellement en gouvernance et management des systèmes d'information et je fais aussi beaucoup de sécurité là-dedans. Je fais de l'audit, de la formation, du consulting. J'ai aussi ma petite boîte en Tunisie qui s'appelle Business and Information Technology. Je suis le manager de cette boîte. Et donc, je suis là pour vous parler aujourd'hui d'un sujet quand même assez important, assez nouveau, qui sont le passage des entreprises, des organisations dans les infrastructures cloud. Et là, vous vous en doutez, il y a des risques, il y a des défis, aussi bien de mise en place de l'IT dans le cloud que donc pour d'autres corps, notamment les corps des auditeurs, le corps des spécialistes de sécurité, le corps des gens de la conformité. Voilà. Alors, tout d'abord, donc, je vais présenter la problématique. Je commence par l'audit, puisqu'on va parler essentiellement d'audit après. L'audit, c'est une bonne pratique. C'est un outil de gouvernance. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de gouvernance informatique et de management de l'informatique. Et l'audit est un des moyens. C'est une bonne pratique de la gouvernance. Et c'est donc aussi un moyen d'amélioration continue, bien sûr. Quand on fait de l'audit, eh ben, il y a un auditeur externe ou interne qui vient là pour nous donner nos conformités en vue, bien sûr, d'une amélioration continue. Et c'est comme ça qu'on s'améliore, surtout dans un environnement qui change. L'audit permet donc de vérifier la conformité de nos systèmes d'information. Quand je parle audit, c'est audit IT ici, hein. La conformité de nos systèmes d'information et de leurs responsables, les gens qui les gouvernent et qui les managent, aux exigences techniques, légales, réglementaires, contractuelles, statutaires et bien sûr aux normes de réussite financière de l'entreprise face à diverses menaces. On en a parlé pendant tous ces séminaires-là, que les menaces ne cessent donc de se développer, de paraître de jour à l'autre. Et donc, on a besoin d'auditer, on a besoin de voir est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe comme il faut chez nous ou pas. Eh bien, ces objectifs-là, ils restent toujours valables et même plus pertinents dans un nouveau modèle IT qui est le modèle cloud. Parce que jusque-là, on a fait l'audit dans des modèles présentiels. On a notre data center, on a notre informatique qui est à côté de nous, on la maîtrise. Mais aujourd'hui, on est passé dans un autre modèle qui est le modèle du cloud. Et donc, du coup, nous avons besoin de continuer à auditer. Et c'est plus pertinent, à mon sens, et vous allez le voir pourquoi. Parce qu'on n'a plus... le cloud, il perturbe cette prévisibilité qui était associée à nos architectures. On n'est plus sûr de ce qu'on a. Puisqu'on part quelque part dans le monde, chez des fournisseurs, et on ne sait pas où on est. Et donc, du coup, l'audit est beaucoup plus importante aujourd'hui. Et donc, dans cette présentation, je vais d'abord essayer rapidement de vous expliquer, de définir le cloud pour ceux qui n'ont pas une idée, donc juste pour nous mettre dans le bain. Ensuite, donc, on va voir, puisqu'on est dans les clouds, c'est qu'il y a des avantages, on va les voir très rapidement aussi. Quand il y a des avantages, eh ben, il doit y avoir des inconvénients. Et pour ne pas dire le terme inconvénient, on va dire le terme risque d'utilisation du cloud. D'accord? Et donc, on va donner quelques risques de mise en œuvre du cloud qui font qu'il y a des freins à la mise en place du cloud. Les auditeurs, quand ils viennent, eh ben, ils vont utiliser ces risques-là pour essayer donc de nous donner des recommandations pour relever ces risques, surtout si les mesures de sécurité qui sont mises en place ne sont pas assez efficaces et efficientes. Et bien sûr, je finirai par quelques recommandations d'audit pour les organisations qui veulent mettre le cloud. Alors, le cloud computing, eh ben, ce n'est pas une nouvelle technologie, non. C'est une façon de faire, c'est de l'outsourcing.
on travaillait chez soi, on va aller chez les autres parce qu'on veut précisément profiter du savoir des autres, ou bien on veut se limiter à notre business. L'informatique, ce n'est pas notre business, ce n'est pas notre cœur de métier, on va le donner aux autres. Donc on va le donner à quelqu'un qui le maîtrise, on va dans le cloud. Le cloud est pour autant un changement significatif. C'est comme quand on est passé du mainframe au PC, ou quand on est passé sur Internet, ou quand on a utilisé les e-services. C'est un chambardement de notre organisation, le cloud. Donc, si on prend une définition du cloud, la définition selon le NIST, alors l'informatique dans les nuages est un modèle qui permet d'établir un accès par Internet. Déjà, on voit qu'on va accéder par Internet ou par des réseaux privés. Donc, on va sortir de chez nous. À quoi? À un réservoir partagé de ressources. Donc, on va utiliser un ensemble de ressources qui ne sont peut-être pas les nôtres, hein. On va voir dans le cloud public, par exemple, on va avoir des ressources qui ne sont pas à nous, d'accord? Alors, ces ressources informatiques sont à la base de services, c'est les services métiers qu'on va donc essayer de mettre en place dans le cloud. Alors, ces services qui peuvent être rapidement mobilisés et mis à disposition, pourquoi est-ce qu'on va dans le cloud? C'est qu'il y a un avantage, c'est que parce que les services sont rapidement mis en place, d'accord? Ça ne prend pas peut-être autant de temps, je suis sûre que ce n'est pas autant de temps que pour l'informatique présentielle. En minimisant les efforts de gestion ou les contacts avec le fournisseur, ça va être très facile à mettre en place, d'accord? Et en permettant l'attribution des services à la demande, donc on ne va pas tout mettre en même temps, ce sera on demand, ça sera à la demande. Quand on aura besoin, on mettra en place les services et bien sûr, la facturation et le paiement suivra. Donc, on ne paiera que ce qu'on aura utilisé. Donc, rapidement, pour vous donner une idée, le cloud, c'est un ensemble de caractéristiques. Donc, on va les voir dans le slide qui vient. Le cloud, les 3 modèles de cloud, si vous voulez, ou les 3 types de cloud les plus connus sont des clouds de type SaaS. Vous avez sûrement entendu parler de ça, les software as a service. Et de type plateforme, les platforms as a service et l'infrastructure as a service. Donc, on va les voir tout de suite après rapidement. Et bien sûr, on va avoir plusieurs types de cloud. Le cloud public, le cloud privé, le cloud hybride qui est un mélange des deux, et le cloud communautaire qui est un genre de cloud public où on est une petite communauté. Donc, c'est un milieu entre le public et le privé. Et donc, le cloud, il consiste à mutualiser des ressources informatiques. On va utiliser un ensemble de ressources informatiques. Je dis ça pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vais l'utiliser pour mon pauvre auditeur qui va avoir à auditer tout ce beau monde-là. D'accord? Donc, on va utiliser des ressources informatiques qui seront partagées entre plusieurs utilisateurs. Et donc, l'entreprise partagera sa ressource informationnelle avec plusieurs personnes, sur la même ressource physique avec plusieurs personnes. Le cloud permet aux clients d'accéder à un espace loué par un réseau de type Internet sans se préoccuper du matériel ni du logiciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très facile d'accéder au cloud. Et la facilité, vous vous doutez derrière ce qu'il y a. Hein? Quand c'est facile à faire, c'est qu'il y a des risques derrière. Hein? Il y a une difficulté derrière. Le cloud, l'accès aux ressources se fait en libre service et à la demande. Ça veut dire qu'au moment où j'ai besoin, je puise. Quand j'ai besoin, je fais la demande. Et c'est ça l'avantage du cloud. Ce n'est pas la peine de mettre en place donc des ressources et de ne pas être sûr de les utiliser. Donc, on les utilisera au moment venu. L'avantage de cet accès à la demande, c'est que ça va être un prix adapté à la consommation réelle. Et donc, du coup, on ne va pas payer plus qu'on va utiliser. Et ça, c'est un avantage énorme pour les entreprises. Et aussi, cet avantage d'accès à la demande va me permettre d'avoir une élasticité, ça veut dire je ne vais utiliser que lorsque j'en aurai besoin. Bien sûr aussi, le cloud, il offre des moyens et outils pour gérer, superviser, contrôler, générer des rapports. Et ça, c'est intéressant pour la partie gouvernance du cloud. Ce n'est pas pour la partie management, c'est pour savoir exactement qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon cloud. Les 3 principaux types de cloud, donc on les a vus, le SaaS, le PaaS et le IaaS. Le SaaS, on va aller dedans et on va l'utiliser. Le PaaS, donc on va avoir un environnement qu'on va utiliser et on va développer dessus. Et l'IaaS, c'est carrément, on va utiliser les infrastructures de notre fournisseur. Donc vous voyez, l'IaaS, le fournisseur du cloud fournit l'infrastructure hébergée qui fera fonctionner la plateforme et les applications
pendant que l'entreprise contrôle le système d'exploitation et les applications installées. Donc, j'utilise le matériel de mon fournisseur, mais je travaille dessus. Quelques exemples pour que vous vous retrouvez quelque part. Amazon, Windows Azure, c'est un modèle de IaaS, l'infrastructure. Le PaaS, donc le fournisseur me fournit l'infrastructure et il me fournit la matière avec laquelle je vais développer mes applications. Et c'est à moi, client, c'est à moi, organisation, de développer mes applications sur cet environnement de développement. Par contre, le SaaS, c'est le Software as a Service. Le fournisseur fournit, en plus de tout le reste, les applications des entreprises comme le CRM, la messagerie, etc. Donc, il nous fournit tout. Nous n'avons besoin que d'un client, un navigateur, pour accéder et faire notre travail. Donc, c'est le modèle Google Apps, le modèle Microsoft Office 365 que je suis sûre la plupart d'entre vous est en train d'utiliser. Donc, juste pour vous rafraîchir encore, le SaaS, on a l'email, le social, le web, le CRM. Donc, c'est des applications déjà faites qu'on utilise très simplement et très rapidement surtout. Le PaaS, donc, il vous fournit le moteur sur lequel vous allez donc bâtir vos applications. Le IaaS, il vous fournit donc le matos, il vous fournit les appliances, les ordinateurs, le stockage, les bases de données, il vous fournit tout le matériel, donc tout ce qui est actif de support, ce n'est pas le vôtre, c'est celui du fournisseur de services Internet, le service cloud. Alors, les trois types de cloud, donc on a le cloud public. Le cloud public, donc l'infrastructure est mise à la disposition du grand public. Donc, tout le monde partage la même infrastructure. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Le cloud privé, c'est un cloud public, mais pour vous, d'accord? Il est exploité par l'entreprise, par exemple, une grande entreprise, je dis n'importe quoi, Orange, par exemple, l'opérateur, il choisit donc de choisir un hébergeur et il met son cloud dans une salle et c'est vraiment à lui, comme si c'était déporté de son data center vers le fournisseur. Le cloud hybride, c'est donc un mélange parce qu'on peut avoir des services pour lesquels on conçoit que ça soit dans le public. Par contre, d'autres services qui sont plus critiques, on aimerait que ça soit dans le cloud privé. Ça, c'est encore une fois en fonction de la stratégie dont on va parler tout à l'heure. Donc, des exemples de cloud encore pour vous rafraîchir la mémoire. Le cloud public, c'est Google Cloud, c'est Amazon, c'est Microsoft Azure. Tout ça, c'est des clouds publics. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont sur ce cloud, notamment Microsoft Azure, Google Cloud, etc. Donc, pour les institutions, regardez, on était dans un mode d'informatique traditionnel, les Traditional Data Center Services, et on est passé dans le mode cloud. Dans le mode cloud, c'est-à-dire pour les clouds privés, si on a des services qui sont très complexes, très critiques, ou bien dans des clouds publics, en mode SaaS, IaaS ou PaaS, en fonction donc de notre besoin. Et donc du coup, nous ne sommes plus chez nous, on est ailleurs. Alors, l'utilisation du cloud en France, juste une idée pour vous montrer combien les institutions, les organisations sont en train d'investir dans le cloud. Donc vous voyez d'année en année, vous voyez l'utilisation qui augmente au niveau du cloud public, du cloud privé hosté et du cloud privé managé. Ça veut dire le cloud privé hosté, ça veut dire juste l'organisation, elle hoste son cloud et donc elle le gère elle-même. Par contre aussi, comme vous voyez, la tendance qui augmente, c'est qu'ils vont dans un cloud privé et en plus, ils donnent la gestion aux fournisseurs. Donc, ils ne la gèrent même pas, eux, à leur niveau. Donc, ils donnent la gestion aux fournisseurs. Retenez ça parce que ça, on va l'utiliser tout à l'heure pour les problématiques de notre pauvre auditeur qui va venir auditer nos systèmes d'information. Donc, l'accès au cloud. Regardez, le cloud, c'est un nuage. C'est le mot français du cloud. Alors, l'accès au cloud se fait par des tablettes, des postes, des serveurs, des portables PC, des téléphones. Tous les moyens aujourd'hui sont bons pour accéder au cloud. Et donc, du coup, on a la facilité d'accès. Accéder au cloud, ça veut dire quoi? Accéder à tout ce beau monde-là, les applications, les plateformes, les infrastructures, tout ce que vous pouvez imaginer dans un data center traditionnel, Loom, il existe au niveau du cloud. Et donc, le client, il a un droit d'accès et d'utilisation au système.
C'est aussi simple que ça. Avec son navigateur, il va accéder à son système, c'est très simple. Et donc là, ça va lui permettre donc d'utiliser le plus rapidement possible un plus grand nombre d'applications, de serveurs, etc. Et sans acquérir lui-même ni l'infrastructure, ni la licence, ni quoi que ce soit. Donc ça veut dire une facilité d'utilisation. Mais écoutez, quand il y a une facilité, il y a derrière une complexité, et vous allez le voir. Donc, les entreprises aujourd'hui, nos systèmes d'information, toutes les entreprises aujourd'hui vont vers un système d'information qui utilise l'informatique. C'est à 90%, je dirais. Même notre petite, comment dirais-je, notre petit épicier du coin, il utilise un PC avec Microsoft dessus, avec Excel dessus, il travaille dessus. Tout le monde utilise du système d'information, d'accord? Et donc, du coup, tout le monde est en train de suivre cette évolution qui est le cloud. Et ce cloud a épanoui. Il s'est épanoui, pourquoi? Eh bien, à cause de l'extension et la multiplication de la puissance des équipements informatiques. Nous avons des équipements qui sont de plus en plus puissants aujourd'hui. Et nous, en tant qu'organisation, on n'a peut-être pas les moyens d'investir dedans, de point de vue financier, donc on utilise l'infrastructure de notre hébergeur. La numérisation et la digitalisation, tout le monde est en train d'aller vers ça. La virtualisation qui est la base du cloud. Tout le monde aujourd'hui, même dans nos data centers, nous sommes en train d'aller vers la virtualisation. C'est le fait d'installer des machines virtuelles sur nos machines physiques. Et du coup, donc on va donc banaliser nos serveurs physiques en mettant dessus plusieurs applications en mode virtuel. Et bien, le cloud se base sur ça pour donc vous donner vos accès. La prolifération et la diversification des logiciels. Aujourd'hui, tout le monde est en train de développer n'importe quoi. Pas dans le sens de n'importe quoi, mais de développer tout ce dont nous avons besoin. Et donc, du coup, on a plusieurs solutions, plusieurs logiciels, et nous sommes tentés de les utiliser parce que ça nous aide dans le travail de tous les jours. Qui ça nous? Eh bien, les organisations, les entreprises. Parce que vous vous doutez que tout ça, on le fait pour qui? Pas pour l'informatique, on le fait pour nos systèmes d'information et pour l'entreprise. Parce que n'eût été la valeur finale cherchée par l'entreprise, on n'aurait pas eu d'informatique, on n'aurait pas eu de sécurité, certes. Donc, il y a une stratégie de l'entreprise qui doit nous mener vers ça. Et bien sûr, la transformation du mode d'usage. Tout le monde est en train d'aller vers l'Internet, vers les e-services, parce que c'est facile à faire, parce que c'est facile, on peut l'utiliser à tout moment, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et donc, du coup, tout ça a favorisé l'utilisation du cloud. Et donc, nos entreprises aujourd'hui, pour rester compétitives dans un monde de concurrents et bénéficier d'une plus grande agilité de mise en place de solutions et de prise de décision, eh ben, elles vont toutes vers ce cloud. Elles sont toutes donc intéressées par utiliser des services dans le cloud qui sont donc offerts à travers le réseau Internet. Donc, pourquoi partir dans le cloud? Le cloud améliore l'efficacité et la flexibilité, le cloud offre des services plus innovants et compétitifs, il réduit les coûts globaux d'exploitation, je vous l'ai dit, donc on n'a plus les coûts d'exploitation de tous les jours, on a un coût de location et on s'arrête là, donc c'est plus intéressant. Et au fait, il s'agit de faire? Il s'agit de remplacer les actions classiques de l'informatique traditionnelle par un passage au cloud et la mise en œuvre d'une stratégie qui a été réfléchie pour passer dans le cloud. C'est donc une décision stratégique, ce n'est pas seulement une décision informatique, c'est une décision stratégique à la base pour avoir une bonne gouvernance de notre IT. Et donc, du moment que c'est une décision stratégique, et comme tout investissement, ces projets de cloud doivent être conduits par le conseil d'administration ou la haute direction de notre entreprise pour garantir la création de la valeur et donc optimiser les risques. Et c'est pour ça qu'on va parler d'audit par la suite. Parce que le conseil d'administration, à un moment donné, dans le cadre de la mise en place de sa gouvernance, il va demander à un auditeur de venir vérifier s'il est en train de bien faire les choses et s'il a besoin de son amélioration. Donc, quelques avantages du cloud. Ce n'est pas exhaustif et je ne vais pas trop m'attarder dessus. Il y a beaucoup d'avantages. Sinon, on ne serait pas allé dans le cloud. D'accord? Donc, on va gagner un avantage concurrentiel. Et dans certains pays, il y a même un avantage fiscal.
on peut gagner, qui permet de réduire les impôts sur le résultat si on va dans le cloud. C'est comme ça qu'on encourage d'aller dans le cloud. Et donc, vous imaginez, hein, gagner un peu d'impôts, ça vaut la peine d'aller sur le cloud. Donc, accroître la productivité, améliorer les produits, développer d'autres produits et d'autres services qui peut-être sont impossibles dans une informatique traditionnelle. Elles sont plus simples dans le cloud parce que c'est déjà rodé, c'est déjà utilisé. Répondre aux besoins de mobilité et d'accès à distance, donc de n'importe quel pays du monde, grâce à son petit navigateur Internet. Ne plus s'occuper de la gestion du centre de données et du stockage. Donc, les organisations aujourd'hui peuvent se passer à la limite d'un département informatique grandiose, avec des compétences, etc., pour ne laisser qu'une ou deux personnes qui vont gérer donc, cette infrastructure dans le cloud. Consommer moins d'énergie, contribuer au Green IT, ça c'est l'environnement, minimiser les durées de mise en place de l'infrastructure informatique, donc c'est rapidement, on peut faire monter rapidement un service en un clin d'œil à la demande, mieux gérer la capacité et garantir l'évolutivité des systèmes, c'est-à-dire ne plus gérer les demandes de pointe, en investissant sur du matériel, vraiment à la va-vite. Donc, quand on a besoin d'un service, automatiquement, donc on demande à notre fournisseur de cloud qui va nous monter ce service ou nous ajouter de la capacité ou nous ajouter de la bande ou nous ajouter un service. Ça sera donc en fonction de la demande. Bien sûr, réaliser des économies. Qu'est-ce qui importe pour notre conseil d'administration ou pour notre haute direction? Ah ben, c'est les sous, hein. Ils veulent gagner des sous. Pour eux, si on va dans le cloud et on gagne le sou, tout le monde est content. Et donc, le cloud permet de gagner, donc de réaliser des économies parce que ça nous permet d'éviter des frais fixes et de payer par utilisateur et par transaction. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de payer à la demande, de payer en fonction du besoin, d'accord? Et bien sûr, ça permet de s'aligner rapidement, donc d'aligner rapidement la technologie du cloud sur les stratégies commerciales grâce à ce provisionnement à la demande, donc qui nous permet de le faire. Alors, un autre slide qui montre que, regardez, de 2016 jusqu'à 2022, donc vous regardez un peu donc la traditionnelle d'ici, le centre de données traditionnel, l'informatique traditionnelle est en train de baisser par rapport à l'utilisation du cloud privé et encore plus par rapport à l'utilisation du cloud public jusqu'à 2022. Donc vous voyez un peu que vraiment tout le monde est en train d'aller vers l'utilisation de ce cloud. Maintenant, les questions. Alors, grâce au cloud, les données sont désormais accessibles partout et à tous. Donc, les données sont dans le cloud. On peut leur accéder de partout grâce à un petit navigateur, sans limitation de moyens et de stockage, et ceci à moindre frais. C'est ce que dit donc le cloud dans son modèle, dans son architecture. Et donc, ces données, à ce moment-là, elles deviennent encore plus importantes pour l'entreprise. C'est l'or noir aujourd'hui des entreprises. Si vous perdez vos données, vos contacts sur votre téléphone, vous êtes perdu. Alors, que dirait-on des données d'une entreprise? D'accord? Donc, ces données-là, elles revêtent une importance encore plus importante ces jours-là. Et donc, le déplacement de ces données, de ces systèmes et de ces services vers le cloud, il a beaucoup d'avantages, mais quand on a des avantages, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des risques derrière. Et donc, il va falloir réduire les risques pour créer de la valeur grâce à ces avantages-là. Alors, les questions qui se posent finalement, est-ce que l'accroissement de ces risques ne va pas passer plus lourd que les résultats positifs du cloud? On a vu que le cloud a beaucoup d'avantages, mais est-ce que les risques qui sont là ne vont pas prendre le revers sur ces avantages-là? Première question. Deuxième question, quelle assurance, quelle sûreté on a que les plans de management vont permettre d'obtenir ces résultats? Le management a mis en place une stratégie de cloud pour arriver à des avantages qu'on a tout à l'heure donc listés, mais il y a beaucoup de risques. Alors, quelle est l'assurance qu'on a que les risques ne vont pas l'emporter sur ces avantages-là? Et troisièmement, donc aujourd'hui, avec ce passage dans le cloud, comment le monde de la sécurité, le monde de l'audit et le monde de la conformité vont évoluer avec nos données qui sont dans le cloud. C'est à toutes ces questions qu'on va maintenant essayer de répondre.
Alors, on va répondre en répondant à ces deux rubriques qui sont les risques et les défis de mise en œuvre du cloud. Donc, mettre en place le cloud aujourd'hui, c'est certes un grand avantage, mais il y a des risques et il y a des défis de mise en place du cloud. D'accord? Alors, le cloud aujourd'hui, vous allez voir tout à l'heure, quand on va avancer dans la présentation, qui change la nature de certains risques qui existaient déjà dans un environnement présentiel, dans un environnement IT traditionnel. D'accord? Mais ces risques-là, vous allez voir qu'ils peuvent augmenter ou diminuer suite au passage dans le cloud. 1. 2. Le cloud va conduire à de nouveaux risques, tant du côté du client que du côté du fournisseur de la solution, que du côté du fournisseur du cloud. On va aussi l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il bouleverse cette prédictibilité. Nous étions avant, comment dirais-je, limités à un périmètre que l'on connaissait, il était fixe, on avait le scope. Aujourd'hui, on a un périmètre très large qui va au-delà des frontières géographiques de notre pays. Et donc, du coup, on n'est plus sûr des contrôles, on n'est plus sûr de nos données, on n'est plus sûr de l'endroit où sont nos données, où sont nos serveurs, où sont nos traitements. Et ça crée donc des problématiques, ça crée des assurances qui ne deviennent pas aussi raisonnables qu'on le pense. D'accord ? Et donc, du coup, le cloud va poser de nouveaux défis à nos professionnels de la sécurité, de la conformité et de l'audit. Alors, les risques associés au cloud. Quand on parle de risques associés au cloud, il y a plusieurs facteurs dont j'énumère les plus grands importants. Tout d'abord, la technologie et les contrôles de sécurité. Aujourd'hui, on fait du cloud, on utilise de l'IT, et donc il va y avoir des risques qui sont reliés à des menaces et à des vulnérabilités qui sont liées à la technologie et au contrôle de sécurité qui sont mis en place. La deuxième chose, on va voir que les contraintes légales, réglementaires et contractuelles qu'on est obligé de respecter aujourd'hui, de par plusieurs normes et plusieurs référentiels et plusieurs actions juridiques, vous allez voir que ces contraintes, ce n'est pas évident de les respecter quand nous sommes dans le cloud. Troisièmement, le modèle de déploiement et l'utilisation des tierces parties. C'est lui-même un problème qui risque de poser des risques à l'utilisation du cloud et à l'audit du cloud. Et quatrièmement, le processus d'achat. On a vu que le processus d'achat a été très simple, donc il suffit de cliquer pour avoir un service en plus, il suffit d'appeler par téléphone pour avoir peut-être une capacité en plus, et ça, c'est un risque qui va avoir un impact important sur la gouvernance de l'informatique, et on va l'expliquer. Autre chose, on a parlé de 3 modèles de cloud, vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de l'IaaS, du PaaS et du SaaS. Eh bien, les risques vont différer selon qu'on soit dans un modèle IaaS ou dans un PaaS ou dans un SaaS. Donc, il va falloir faire la différence. Où est-ce qu'on est? Encore une fois, le contexte du client. Qu'est-ce qu'il a choisi comme stratégie dans le cloud? Les risques vont différer du fait qu'on est dans le public ou dans le privé. Donc, vous vous doutez que les risques dans le public sont beaucoup plus importants que les risques dans le privé. Mais ce n'est pas toujours évident d'aller dans le privé, d'accord? Et donc, on va essayer de voir ça tout à l'heure. Et donc, tous ces modèles-là, pour chaque modèle, il y a un ensemble de menaces et de vulnérabilités qui est propre à ce modèle. Et donc, du coup, il y a un nouveau risque ou de nouveaux scénarios de risque. Et donc, vous voyez un peu le travail colossal qui est attendu par notre pauvre auditeur. Maintenant, la sécurité des actifs et la protection des données sensibles restent quand même les questions cruciales, voire les obstacles à l'adoption des services d'informatique en nuage. Donc les gens ne veulent pas mettre les données et les services dans le nuage ou dans le cloud à cause de la possibilité de perte de la sécurité de leurs actifs et surtout de la protection des données sensibles parce qu'ils pensent que ces deux volets vont être touchés et donc du coup ça ne leur permet pas de continuer à vivre. Malgré cela, hormis ces risques-là qui sont liés à la technologie, il existe un grand nombre d'autres problèmes qu'on va essayer d'énumérer à prendre en compte lors de la transition, lors du passage de l'entreprise vers le cloud, tels que les problèmes réglementaires, juridiques et liés à la conformité. Donc, un autre slide que j'ai trouvé, qui me paraît assez intéressant, regardez, ce slide, il date de 2008. Retenez ça, il date de 2008. Alors, vous voyez que les challenge issues
to the cloud on demand, c'est-à-dire à l'utilisation du cloud, restent les problèmes de sécurité. Donc ce sont là, c'est le risque le plus important. Il est suivi par des risques de performance, parce qu'on peut ne pas avoir la même performance dans le cloud que chez nous, dans notre data center. Ensuite, il y a les problèmes de availability, la disponibilité. Donc, on est dépendant du fournisseur, on est dépendant de Internet, et donc, du coup, on peut à tout moment perdre l'accès à nos services, perdre l'accès à nos données. Il y a aussi le hard to integrate with in-house IT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, quand elle va dans le cloud, elle peut laisser des applications chez elle. Et donc, du coup, il va falloir mettre en corrélation les applications qui sont dans le cloud avec nos applications internes. Et ça, c'est pas toujours compatible et c'est pas toujours possible. Et donc, il y a des risques derrière cela. Worried and not enough ability to customize, ça veut dire que quand on va dans le cloud, généralement, on utilise la politique du fournisseur. Donc, on n'a pas tellement la possibilité de personnaliser. Et donc, du coup, on perd ce côté personnalisation dans le cloud. On a toujours aussi peur de payer plus, malgré que le cloud dit qu'on va payer moins. Mais c'est pas sûr, hein? Eh bien, l'appétit vient en mangeant. Quand on demande des services et quand on nous les donne très facilement, eh ben, du coup, on commence donc à monter dans les coûts et on se retrouve en train de dépenser beaucoup plus qu'on en a estimé. D'accord? Le retour en arrière, il peut être difficile. Si on va aujourd'hui dans le cloud, on n'est pas obligé d'y rester à vie. Hein. On peut toujours faire un retour en arrière. Et là, bonne chance, hein, si on ne prépare pas notre retour en arrière. C'est donc aussi un risque. Les requirements, enfin les exigences réglementaires, légales, juridiques, etc. sont aussi un frein, donc pour aller dans le cloud, parce qu'on risque de perdre le respect de ces exigences-là et donc de subir des pénalités parce que c'est pas toujours possible de les garder dans le cloud. Et donc, not enough major supplier yet, c'est-à-dire il n'y a pas encore des fournisseurs, des hébergeurs de cloud donc assez viables, assez référencés, etc., pour être sûr que nous allons être bien servis au niveau du cloud. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était en 2008. Alors, regardons le slide d'après. Alors, le slide d'après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en 2014, ici, par exemple, c'est les freins à l'adoption du cloud en France en pourcentage. Regardez que l'aspect sécurité est toujours en tête. D'accord? Donc, la sécurité est toujours là, dans le cloud, même après 6 ans. 6 ans, oui, 6 ans, 2008-2014. Alors, il n'est pas adapté aux besoins aussi. Parfois, quand on va dans le cloud et quand on n'a pas fait une stratégie comme il faut, on n'est pas sûr de ce qu'on veut, eh ben, on peut tomber sur une solution qui n'est pas adaptée à nos besoins finalement et on risque de perdre beaucoup plus de gagner. D'accord? Regardez ici, l'opacité des contrats, ça apparaît, c'est un autre risque. Aujourd'hui, on va voir tout à l'heure que les contrats, quand on va dans le cloud, on va signer un contrat avec l'hébergeur. Eh ben, si le contrat n'est pas bien fait, s'il n'est pas transparent, eh ben, on risque de se casser la gueule avec notre fournisseur et de perdre nos données. Donc, on va le voir tout à l'heure. Donc, ça, c'était essentiellement pour dire que la sécurité reste quand même un défi majeur, un éternel défi, donc, à l'utilisation du cloud. Encore un autre slide qui montre que les top 5 des points les plus complexes qui freinent le recours à des solutions de cloud, ben, ça reste la sécurité, maîtrise des différents risques sécuritaires et la complexité des enjeux juridiques sous-jacents. Donc vous voyez, ce sont les, si vous voulez, deux principaux freins au passage au cloud, à la mise en œuvre de nos solutions IT dans le cloud. Et ça sera aussi des défis pour notre auditeur demain quand il viendra vérifier notre conformité technique, légale, etc. dans un environnement de cloud. Donc les risques associés à la sécurité technique. Je vais parler rapidement de ces risques-là. Tout d'abord, le processus de gestion des accès peut être défectué ou vulnérable. On va accéder au cloud à travers un processus de gestion d'accès, par login, par mot de passe, etc. Et donc, si cet accès est défectué ou vulnérable, vous voyez, c'est un problème de sécurité technique. Et donc là, on va avoir accès à des données non autorisées grâce à cela. On va avoir la visibilité de certains actifs par d'autres entités. Ça peut être le fournisseur lui-même, comme ça peut être d'autres clients qui peuvent être des concurrents.
d'accord? Et on peut donc les utiliser d'une manière malveillante. Le deuxième risque est dû à l'allocation dynamique des ressources. Quand on est dans un environnement de cloud public, eh ben, on partage tous les mêmes ressources. Et donc, du coup, la machine sur laquelle je travaillais, il y a quelqu'un d'autre qui va travailler dessus après. Et donc, s'il n'y a pas des processus comment dirais-je, comment dirais-je, des processus donc qui vont bien enlever ou bien nettoyer, voilà exactement, des processus de nettoyage correct des données en mémoire sur ces serveurs-là, eh ben je risque avec donc des connaissances et des attaques de tomber sur les données donc de mon concurrent grâce à ce processus d'allocation dynamique des ressources qui n'est pas bien maîtrisé et qui contient des bugs. La présence de vulnérabilités techniques. Aujourd'hui, chez le fournisseur de cloud, on a vu tout à l'heure la multitude d'applications et la multitude d'équipements, la multitude de serveurs, d'espaces de stockage qu'il utilise. Tout ça, c'est des actifs qui ont des vulnérabilités techniques. Et donc, du coup, les infrastructures cloud sont la cible d'attaques par des pirates. Ils sont connus, et donc tous les pirates connaissant les vulnérabilités de ces actifs-là vont se rayer sur ces actifs pour essayer donc de les attaquer, d'accord? Et donc un pirate qui parvient à identifier une seule vulnérabilité dans un environnement cloud, eh ben, il peut compromettre un grand nombre de systèmes et du coup, qui dit système, dit derrière des services métiers d'organisation qui vont bien sûr en pâtir. Le réseau Internet. On va accéder par Internet et tout le monde sait que le réseau Internet n'est pas sécurisé. C'est donc aussi une grande source de vulnérabilité dans laquelle nous pouvons, enfin les cyberattaqueurs peuvent œuvrer et donc attaquer la sécurité de nos données. Les interfaces de gestion de la virtualisation, on sait qu'on utilise la virtualisation, on utilise des hyperviseurs, et bien ces hyperviseurs peuvent être vulnérables. Il y a un défaut de bonne isolation. Quand on est dans un cloud public, eh ben, il va falloir isoler nos utilisateurs au maximum pour qu'il n'y ait pas donc l'accès à des données non autorisées. Eh ben, ce n'est pas toujours évident de pouvoir faire cette bonne isolation selon les règles de l'art et selon les bonnes pratiques. Les risques associés à la sécurité organisationnelle maintenant. Tout à l'heure, on a parlé de la sécurité technique. Parce qu'aujourd'hui, attention, on parle de ISO 27001, 27002, 27005, et là, on ne se limite plus à la sécurité technique. Il y a d'autres aspects de la sécurité, notamment la sécurité organisationnelle. Et donc, la sécurité organisationnelle, il y a un risque que notre stratégie de sécurité ne soit pas alignée à la stratégie de sécurité du fournisseur. Donc, nous avons, en tant qu'entreprise, nous avons une stratégie de sécurité. Nous avons des politiques, nous avons des procédures et nous voulons les appliquer. Mais comme nous avons nos données et les processus chez le fournisseur, il y a des risques que notre politique ne puisse pas être appliquée par le fournisseur comme il faut. D'accord? Comme je donne un exemple ici, regardez, lors de l'utilisation des services en mode SaaS, l'entreprise doit s'assurer que les applications utilisées répondent à ces exigences de sécurité pour réduire le risque de divulgation et d'altération de ces données. Il faut que cette politique-là, qui est une stratégie de sécurité de l'entreprise, puisse être appliquée par notre fournisseur de services d'hébergement, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc ça va toucher à notre sécurité organisationnelle. Autre chose, la mauvaise gestion de la fin de service. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on est chez un fournisseur, on n'est pas obligé d'y rester jusqu'à la fin de notre vie, d'accord? Et donc du coup, quand on va partir de chez ce fournisseur, il y a un risque. Quel est ce risque-là? C'est le risque de perte de disponibilité de nos services quand on passe donc d'un fournisseur à un autre ou d'un fournisseur en revenant chez soi, hein? Et aussi, il y a possibilité de perte de données ou de difficulté de récupérer nos données dans des délais spécifiés. D'accord? Je donne des exemples ici. En cas de migration de l'entreprise d'un fournisseur de services vers un autre ou le retour en interne des services, là, il peut y avoir des problèmes donc d'arrêt de service et de perte de données. Deuxièmement, en cas d'échec ou de faillite de fournisseur, qui est tout à fait possible, ou de crise de confiance dans la situation financière d'un fournisseur, c'est tout à fait possible. Ou s'il fait face à une action en justice, on n'a plus confiance en ce fournisseur et on est partant pour prendre nos données et nos services de chez lui.
ou s'il est la cible potentielle d'une acquisition d'une autre société avec d'autres changements soudains. Et donc, du coup, dans ces situations-là, on est contraint de revenir chez soi ou d'aller vers d'autres fournisseurs. Et là, on peut avoir des problèmes à récupérer nos données. Donc, nous ne sommes plus les seuls propriétaires de nos données. D'accord? Les données peuvent être retenues par le fournisseur. Autre problème, la non-disponibilité des compétences nécessaires. Donc, pour soutenir et sécuriser les solutions de cloud, il nous faut des compétences. Des compétences dans tous les domaines, la virtualisation, la sécurité, la sensibilisation, etc. On va les voir tout à l'heure. Ce n'est pas évident de trouver donc des compétences disponibles à tout moment et à tout bout de champ. La résistance culturelle et IT à l'adoption du cloud. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter le cloud facilement. Ben, ça va enlever des métiers, c'est contre notre culture, etc. Donc tout ça, c'est des freins. Et parfois, les gens qui ne sont pas contents, eh ben, ils peuvent être malveillants, ce qui peut entraîner la perte de nos données ou l'arrêt de nos services. Donc tout ça, c'est des situations qui touchent à la sécurité organisationnelle. Et quand je parle de sécurité organisationnelle, je la vois du côté ISO 27002, qui touche donc à l'aspect culture, sensibilisation, ressources humaines, politique de sécurité, alignement, etc. Les risques associés à la conformité. Donc, aujourd'hui, on a des risques de ne plus respecter la conformité. La conformité à quoi? Ben, la conformité aux exigences légales, réglementaires, contractuelles, techniques, etc. Je donne rapidement 3 exemples. Eh ben, les données, nos systèmes et services, ils échappent de plus en plus au contrôle des services informatiques centralisés. Vous êtes d'accord? Ils sont plus chez nous, ils sont chez les autres. Et donc, du coup, ça nous échappe. Ce que représente un risque pour la sécurité de nos données. Et donc, il peut nuire à la capacité de l'entreprise à maintenir sa conformité par rapport aux réglementations sectorielles et aux stratégies de sécurité interne. Vous êtes d'accord? Donc, on n'est pas sûr de pouvoir être conforme à nos politiques puisque ça nous échappe. Le deuxième point, c'est que ces services achetés individuellement, puisqu'on a la possibilité d'acheter individuellement les services chez notre client d'une facilité extrême, eh ben, ça peut entrer en conflit avec l'existant, parce qu'il n'y a pas eu d'études au préalable. On peut acheter des choses qui ne sont pas conformes avec notre existant, et du coup, ça peut menacer notre conformité technique, d'accord? Et ça peut même menacer notre conformité avec les réglementations légales et réglementaires, puisqu'on achète rapidement. C'est tellement facile à faire, et notre fournisseur il est derrière nous pour nous vendre des choses qu'on n'a pas le temps de vérifier, et donc on risque de ne plus être conforme à la technicité, à la réglementation, à la legacy, etc. Une troisième situation, quand on est dans le cloud, qui parmi vous sait où sont ces données? Où est-ce qu'ils sont traités? Dans quel data center? Chez Microsoft, ils sont où? Microsoft, il est partout dans le monde, il est même un peu plus au-dessus du monde. D'accord? Et donc, du coup, le fournisseur de cloud ne peut plus assurer à son client l'endroit où les données sont hébergées, où les données sont traitées. D'accord? Et donc, du coup, ceci peut toucher à sa conformité à certaines exigences légales et réglementaires, parce qu'on sait bien que les exigences légales et réglementaires ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Et là, on ne peut pas savoir nos données, où est-ce qu'elles sont, ni nos traitements, où est-ce qu'ils sont faits. L'insuffisance de transparence de la part des prestataires de cloud. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr que vos fournisseurs sont transparents? D'accord? Donc, notamment sur la sécurité et sur la question de savoir si les données sont transférées à l'étranger ou pas, et si c'est à l'étranger, c'est vers quel pays. Ceci peut entraîner le risque de non-respect de la confidentialité des données, nos données. Et donc, du coup, ça augmente la complexité de la vérification de la conformité. Je ne sais pas mes données, est-ce qu'elles sont, pour que je puisse dire si c'est conforme ou pas. D'accord? Et bien sûr, elle rend le respect des directives et lois sur la vie privée et la protection de données encore plus difficile, puisque je ne sais pas où est-ce qu'elles sont mes données aujourd'hui. D'accord? Et bien sûr, l'entreprise, suite à ça, peut faire l'objet de poursuites et d'amendes pour non-conformité. Maintenant, une cinquième situation, la non-conformité du fournisseur. Bah, vous savez que la non-conformité du client, la non-conformité du fournisseur, pardon, entraîne la non-conformité du client.
Si le fournisseur, par exemple, est non conforme à la sécurité, non conforme à telle ou telle réglementation, eh bien, tous les clients qui sont chez lui seront non conformes aussi. Et donc, du coup, le client doit imposer à son fournisseur toutes les exigences légales ou réglementaires qui s'appliquent à lui. Il doit être sûr que son fournisseur est conforme lui aussi. On va voir tout à l'heure qu'il doit être conforme ISO 27001, ISO 22301, SOC 1, SOC 2, PCI DSS, SOX, ben, il y en a. Il y en a des références pour lesquelles le fournisseur doit être conforme et ça donne un gage de confiance au client. Donc tout ça, c'est des risques à la mise en place. Alors ce slide, je l'ai mis juste pour dire que, regardez, les enjeux réglementaires et sécuritaires des projets de cloud. 76% des décideurs IT, eh ben, ils affirment que le RGPD aura une incidence sur leurs approches en matière de cloud. Et donc ils ne pourront pas mettre de cloud à cause de ce respect réglementaire qui est l'RGPD, parce qu'ils ne seront pas sûrs de pouvoir protéger leurs données dans le cloud. Deuxièmement, les décideurs IT, 57%, qui est quand même un chiffre assez important, eh ben, interrogés, ils disent que le passage au cloud, il complexifie leurs approches de sécurité. Ben, ils ne sont pas sûrs que la sécurité va être là dans un environnement de cloud. Les risques liés à la colocation en cohabitation, bien sûr. Ben, quand on partage un même espace physique et logique, ben, on est contraint à des menaces de par les autres, des accès non autorisés, des accès à des informations sensibles qui vont toucher notamment la confidentialité de nos données, d'accord ? Autre chose, quand on est dans un environnement de cloud et quand on demande des audits réguliers de la sécurité, quand l'auditeur vient et admettons que le fournisseur accepte que notre auditeur fasse des audits, eh bien cet auditeur, il va auditer, il va investiguer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il risque de violer les obligations contractuelles des fournisseurs envers leurs autres clients. Parce qu'il aura peut-être la possibilité de voir des données pour lesquelles il n'a pas droit, qui sortent dans ses rapports, etc., vu que l'environnement est un environnement de cohabitation et de colocation. D'accord? Donc il y a toujours des risques de ce sens. Les risques liés à la sous-traitance, bien sûr, là, il y en a à baver, donc la dépendance et le choix du fournisseur. Il ne faut pas donner à n'importe quel fournisseur nos données, nos traitements. Donc il va falloir faire un choix du fournisseur. Donc un fournisseur qui soit capable de satisfaire aux exigences en matière de conformité et qui puisse offrir des preuves irréfutables de sa conformité aussi. C'est ce que l'auditeur doit pouvoir trouver, des preuves qui montrent que ce n'est pas seulement donc, des preuves verbales ou oui j'ai ceci, oui j'ai cela, d'accord? Et donc c'est pour ça que l'on demande des certifications par des auditeurs de tierces parties. Quand on choisit notre fournisseur, on doit être sûr que notre fournisseur est viable, qu'il peut vivre, qu'il ne peut pas tomber comment dirais-je, il ne peut pas ne plus exister du jour au lendemain, ni avoir eu des attaques auparavant, etc. Donc tout ça, c'est très important parce que de ça va dépendre la viabilité des services et des données de l'entreprise. Il y a aussi des fournisseurs qui résistent aux audits. Il y a des fournisseurs qui te disent non, je ne veux pas qu'il y ait un auditeur qui vienne auditer mes infrastructures. Et à ce moment-là, il faut que ça soit une clause de choix du fournisseur. Ben, celui qui n'accepte pas, on le laisse de côté, on va voir quelqu'un d'autre. D'accord ? Autre chose, les fournisseurs, ils ne vont pas avoir des modèles de sécurité personnalisés pour vous. Ils ont un modèle standard. Et donc, il se pourrait que ce modèle standard ne réponde pas à vos besoins. Vous qui êtes une institution qui a des exigences de sécurité beaucoup plus avancées. C'est donc aussi un risque associé à cette sous-traitance. Il y a aussi un manque de contrôle. Il y aurait un manque de contrôle des versions SaaS en mode public. Donc, quand on accède dans un cloud public à une application SaaS, ça veut dire qu'on n'a rien du tout, on n'a rien investi, seulement un navigateur, eh ben, il pourrait y avoir des problèmes de sécurité, un manque de contrôle sur ces applications qui vont faire que mes données que je vais donc mettre sur cette plateforme ou mes traitements que je vais faire sur cette application puissent être donc divulgués ou modifiés ou volés, que sais-je. Le manque de contrôle direct et de visibilité. Alors, il est probable que l'entreprise ait peu de connaissances ou de visibilité sur les personnes, les processus et la technologie soutenant ses actifs informationnels dans le cloud. L'entreprise
elle va mettre ses actifs informationnels. C'est quoi un actif informationnel? C'est la donnée. C'est la donnée qui a de la valeur pour l'entreprise. Quand elle va dans un cloud public en mode SaaS, elle met ses données dans le cloud. Et donc, c'est pas sûr qu'elle ait des connaissances ou des visibilités sur ce qu'il y a dans ce cloud. Les personnes qui le gèrent, les processus qui le font travailler, la technologie qui le soutient avec ses vulnérabilités, etc. Et donc, les entreprises peuvent ou doivent abandonner, voire déléguer le contrôle direct de tout système qu'elles déplacent vers le cloud et sa visibilité à des fournisseurs de services cloud. Donc, les services de cloud vont avoir un droit de regard sur les données et ils vont donc contrôler ces données. Et à ce moment-là, ça va engendrer quoi? Des inquiétudes sur la sécurité, sur la protection de la vie privée, par rapport aux responsabilités. On ne sait pas qui fait quoi et on ne sait pas en cas de brèche de sécurité qui est responsable. Est-ce nous ou le fournisseur qui a hébergé nos données? D'accord? Et donc tout ça, ce manque de visibilité, ce manque de contrôle par nous au niveau du cloud, il va accentuer les problèmes juridiques, ça c'est sûr, surtout des problèmes de responsabilité, des problèmes de traçabilité, surtout avec l'ambiguïté actuelle, légale et réglementaire du cloud. C'est pas encore très clair, hein? Il y a beaucoup de flou. Il y a beaucoup de flou, on ne sait pas en cas de problème qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Il n'y a pas des choses claires et donc ça accentue ces problèmes-là. Le fournisseur prend souvent la responsabilité de la manipulation des informations. Généralement, comme vous l'avez vu tout à l'heure lors d'un slide, je vous ai montré que le cloud privé en managed, il est en train de prendre de l'ampleur. Donc non seulement on donne nos données, mais on donne la possibilité au fournisseur de les manager. Et donc du coup, il prend cette responsabilité de manipuler nos informations et ça risque de toucher donc aux critères de sécurité qui sont la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité de nos données. Et qui dit données, dit service métier derrière. Il ne faut pas oublier que tout ça, on le fait pour les métiers. La propriété de l'actif, aujourd'hui, nos actifs informationnels, est-ce que ce sont nos actifs à nous? Normalement, ils sont à nous, mais ils peuvent devenir la propriété du fournisseur de services. Dans une situation, par exemple, où on n'a pas pu payer notre fournisseur, il ne va plus nous rendre nos données. Hein? D'accord? Il va se les approprier, ces données-là. Pire encore, il va vous demander de payer de l'argent pour reprendre vos données. Donc, il y a ce problème de propriété de l'actif qui se pose. D'accord? Il faut payer de l'argent pour récupérer ses propres actifs dans certains cas. Et c'est pour ça qu'il faut que tous ces aspects-là, il faut les mettre noir sur blanc dans un contrat qui doit être ficelé comme il faut avant de lancer notre service dans le cloud. Je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois on a besoin de récupérer très rapidement nos données. Et le fait que nos données soient éparpillées un peu partout dans le monde, ça peut générer des retards. Et quand on a un retard parfois de disponibilité de données, surtout pour la loi, si la loi nous demande des données et qu'on a du mal à lui donner ces données, il va y avoir donc des pénalités et donc du coup une perte financière derrière. Autre chose, en cas de résiliation du contrat, les actifs, ils doivent être retirés du cloud à l'aide d'outils assurant un effacement complet. Il faut être sûr, la fameuse bonne pratique de ISO 27002, la mise au rebut des données. Est-ce qu'on est sûr qu'en quittant le cloud, nos données vont être effacées convenablement? Ou bien on va juste effacer un pointeur à ces données et les laisser? Donc tout ça, ça doit être mis noir sur blanc au niveau du contrat et ça représente un risque. Le risque associé au processus d'achat, j'en ai parlé tout à l'heure. Normalement, dans le cadre d'une bonne gouvernance IT, on sait ce qu'on va faire, on a une stratégie d'achat. On sait qu'est-ce qu'on va acheter, comment on va acheter, les étapes, etc. Mais quand on va dans le cloud, il est tellement facile d'acheter des choses. Il est tellement facile de demander des services, de demander une augmentation de capacité, de demander ceci et cela, qu'on risque de passer à côté de nos processus de bonne gouvernance d'achat. Et donc, du coup, l'entreprise va se retrouver vulnérable parce qu'elle va perdre sa gouvernance, elle va perdre son contrôle sur sa finance. Les risques associés au contrat maintenant. Il y a un risque de non-conformité et de non-maîtrise du contrat avec le fournisseur. Il ne faut pas se faire arnaquer, attention, d'accord? Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui va régir notre relation avec notre fournisseur? Il y a un contrat entre nous, d'accord? Et donc,
dans ce contrat, on doit mettre qui est le propriétaire des données, qu'est-ce qui se passe à la fin du contrat, quel est le temps de réponse dans un SLA, un Service Level Agreement, quelles informations le fournisseur doit-il nous renvoyer sous forme de rapport, sous forme de mesure, une clause d'audit, il faut mettre une clause d'audit obligatoire au niveau du contrat, il faut envoyer notre auditeur voir ce qu'il y a et ce qui ne va pas au niveau de notre fournisseur. Il faut donc expliciter clairement ses coûts fixes et ses coûts variables au niveau du contrat. Attention, c'est vrai que le cloud va nous permettre de gagner de l'argent parce que ça va nous permettre de payer à la demande. Eh bien, on ne doit pas tomber aussi dans ce flou, ce qu'on appelle le flou de ces modes de facturation. Parce qu'on peut se trouver complètement out. Et ceci, il se pose beaucoup plus en cloud public qu'en cloud privé. Pourquoi? Pourquoi d'après vous? Parce qu'en cloud public, la relation est régie par un contrat standard, généralement, qui est établi et arrêté par le fournisseur. Et donc, le client, il n'a même pas le droit de négocier. Et donc, du coup, il peut tomber dans des situations où il va perdre ses données. D'accord? Dans le cloud privé, c'est beaucoup moindre parce qu'on a la possibilité de négocier, si on est bien soutenu juridiquement, etc., pour avoir donc un contrat qui puisse contenir toutes les situations de risque possibles. Et donc, du coup, quelques recommandations donc pour le contrat. Il faut qu'il y ait donc un recours juridique. Le contrat doit contenir un minimum de clauses qui assure au client quoi? Un recours juridique en cas de promesse non tenue ou de difficulté. Donc quand il y a un problème, le client doit être couvert juridiquement. L'interdiction de la cession du contrat sans justification et préavis. Il ne doit pas venir du jour au lendemain me dire moi j'ai terminé donc je coupe les ponts. D'accord, je coupe les fils. La connaissance et l'acceptation par le client de la chaîne des intervenants. Parce que je peux toujours avoir un contrat avec Orange, chez qui je mets mes données, mais Orange, il travaille avec quelqu'un d'autre, qui est un sous-traitant à Orange, il ne peut pas tout faire, lui. Et donc, moi, ça doit être transparent pour moi, je dois connaître tous les autres intervenants de la chaîne d'approvisionnement. Un droit de sortie du contrat sans pénalité en cas de changement de majorité. Quand je dois sortir, il ne doit pas y avoir de pénalité, tu dois me rendre mes données, tu dois bien les effacer, je ne dois pas encore mettre de l'argent. Un droit d'audit. Que les données à caractère personnel restent dans le pays du client, le cas échéant. Le cas du RGPD actuellement, je veux que mes données restent en Europe, d'accord? Donc il ne faut pas qu'il joue avec et qu'il me donne un semblant qu'il reste sur place, mais ce n'est pas le cas. Un droit d'audit pour contrôler le niveau de service proposé par le fournisseur, donc je dois lui envoyer un auditeur 2-3 fois par an, donc autant que c'est nécessaire. Un droit de restitution ou de destruction des données sans délai, d'accord? Eh bien, tout ça, c'est un minimum de clauses qu'on doit mettre dans un contrat, sinon un mauvais contrat risque de mettre notre cloud en péril. Et donc, du coup, qui dit mettre notre cloud en péril, mettre notre système, et donc derrière, il ne faut pas oublier que derrière, il y a le service métier. Et sans informatique, ils ne vont pas continuer à fonctionner. Alors, quelques slides sur lesquels je ne vais pas trop m'attarder, ils seront dans ma présentation si jamais ça vous intéresse. J'ai donc énuméré ici quelques facteurs par type de cloud. Regardez, je commence par l'IaaS. Donc, si nous sommes en IaaS, regardez, il y a des facteurs qui font que il y a des risques. Si vous vous rappelez au début, je vous ai dit, il y a des risques qui vont diminuer, il y a des risques qui vont augmenter. Donc, regardez le nombre de risques qui va augmenter quand on est dans une infrastructure de type IaaS. D'accord? Et donc, je vous présente ici d'autres slides, qu'on soit dans un mode PaaS, c'est-à-dire dans un mode de Platform as a Service, ou dans un mode SaaS, qu'on soit aussi dans un mode de cloud public. D'accord? Donc, dans une infrastructure informatique en public, le fournisseur, il partage l'infrastructure et les ressources entre plusieurs entreprises. Ça, c'est un grand problème. Si un utilisateur abuse des services d'un cloud public, donc il va aussi toucher les services pour les autres clients. C'est la même chose. Et bien sûr, il est important lors du processus de décision, ça c'est une remarque pour la gouvernance, pour le board, la haute direction, de bien considérer quels actifs peuvent aller sur une infrastructure informatique en nuage public. On ne doit pas envoyer les processus critiques ni les données critiques sur un nuage public. Et c'est pour ça qu'il faut une stratégie de cloud. Donc comme vous voyez ici,
il y a aussi des facteurs qui vont faire qu'il va y avoir donc une augmentation des risques qui vont toucher donc des critères d'indisponibilité, de perte et de divulgation de l'information. D'accord? Donc en cloud privé, en cloud communautaire aussi. Qu'est-ce qu'un cloud communautaire? Donc on a dit que c'est un ensemble donc, de personnes qui font partie de la même communauté et qui vont donc se faire un cloud ensemble. Et donc là, il faut vraiment qu'il y ait un niveau de confiance qui est sensiblement équivalent de toutes ces, par exemple, quand je parle d'une banque et d'un grand groupe avec ses différentes filiales. Ils se partagent un cloud, mais il faut qu'ils aient les mêmes politiques de sécurité pour que le maillon faible ne puisse pas donc réduire la sécurité des autres sociétés. Alors, le cloud privé, donc dans une informatique en cloud privé, les services sont déployés uniquement pour les services de l'entreprise. C'est donc il y a beaucoup moins de risques déjà, puisqu'on est seul. Aucune interaction de cette infrastructure avec d'autres entités n'est autorisée. Donc l'informatique, elle peut exister sur site ou hors site. Donc vous voyez qu'il reste quand même des risques. Mais ces risques-là, on pourrait donc les dépasser en fonction de la mise en place d'un coût qui est demandé. On pourrait les dépasser. Alors, le cloud hybride, c'est un modèle... donc c'est un mélange de cloud public, communautaire et privé. Donc vous voyez que le seul facteur pour un cloud hybride, en plus des autres facteurs, c'est l'interdépendance donc du cloud. Un cloud hybride, c'est la mise en relation d'un cloud privé avec un cloud public. Et donc là, il va falloir étudier les risques possibles qui peuvent toucher à l'indisponibilité, perte et divulgation des informations. Alors, ça me fait arriver donc au slide de l'audit. L'audit fondé sur les risques. Aujourd'hui, tout se base sur les risques. Ces derniers jours, hier et aujourd'hui, on n'a fait qu'entendre parler des risques. Les systèmes de management utilisent des approches fondées sur le risque. Eh bien, l'audit aussi utilise une approche fondée sur le risque. Dernièrement, il y a eu la mise à jour de la norme ISO 19011 à la version 2018. C'est une norme qui donne les bonnes pratiques d'audit des systèmes de management. Et la plus grande nouveauté de cette norme, c'est l'ajout d'un principe qui est l'audit fondé sur les risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auditeur, il ne va pas tout auditer. Il va faire une analyse des risques, il va évaluer les risques et il va auditer les sujets les plus risqués ou pour lesquels il lui semble que la mesure de sécurité qui est là ne relève pas le risque. Vous voyez? Et donc, automatiquement, l'auditeur, il va se fonder sur l'analyse des risques et sur les risques qu'on vient de voir. Et donc, vous voyez, l'auditeur, quand il vient, il doit déjà avoir une idée du contexte. Il est dans quel type de cloud? En IaaS, en PaaS, ou en public, en privé, parce que pour chaque type de cloud, il y a des risques sur lesquels il va devoir donc travailler pour donner donc des non-conformités ou pour être positif, pour donner des améliorations. Donc, l'organisation doit avoir l'assurance que ses fournisseurs de cloud peuvent livrer le service souhaité et que les contrôles pour adresser ces risques sont là. C'est ça le but. Pourquoi on fait appel à un auditeur? Je veux être sûr que mon informatique est conforme à mes exigences et que mes services fonctionnent convenablement chez mon client. Et donc les auditeurs, ils doivent rassurer les clients du cloud de ce point de vue-là. D'accord? Et donc, lorsque l'évaluation des risques est appropriée, eh ben, l'audit, elle devient le prolongement naturel de cette évaluation des risques. D'accord? Donc, l'auditeur, soit que lui-même, il va faire ses risques, l'étude des risques dans le cadre de sa mission, soit qu'il va se baser sur une analyse des risques qui est déjà faite par l'entreprise. Ceci va dépendre de la maturité de l'entreprise. Et donc, l'approche fondée sur les risques, elle est la même dans un environnement IT présentiel que dans un environnement IT en cloud. Cependant, elle risque d'être compliquée dans le cloud. Pourquoi? Parce que les contrôles ne sont pas hébergés à l'intérieur de l'entité auditée. Ils sont à l'extérieur. Tous les moyens de contrôle sont à l'extérieur. Et donc, du coup, l'auditeur va devoir vivre cette situation d'imprévisibilité qui va rendre son travail plus difficile. Et donc, du coup, allez. Et donc, du coup, l'audit de l'informatique en cloud, elle ressemble à l'audit de l'informatique en présentiel. Il n'y a pas photo, hein.
Quand on voit la norme 19011 ou d'autres normes, ben, on donne le processus ou la méthodologie, qu'il soit de l'audit IT en présentiel ou de l'audit IT à risque. Cependant, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Eh ben, suite à la dispersion des données qui sont liées à la sous-traitance. D'habitude, on a les données qui sont là, sous nos yeux. Maintenant, on ne sait pas les données où est-ce qu'elles sont. La délocalisation donc de nos systèmes et de nos processus qui sont chez les autres. Et l'adoption massive des équipements mobiles des salariés. Donc, d'habitude, on accède via notre PC au niveau de l'organisation, à la limite, notre PC à la maison. Maintenant, ben, on peut accéder depuis n'importe quel téléphone, depuis n'importe quel outil nomade, donc à des données et faire même des traitements. Ce n'est pas un accès en lecture, c'est parfois un accès même en modification, en destruction. Donc, on va toucher et l'intégrité, et la disponibilité, et la confidentialité des données, ce qui fait que la portée, quand je dis portée, c'est périmètre, c'est le scope, d'accord? La portée et les objectifs de l'audit, en plus de la portée et des objectifs traditionnels, eh ben, on a ajouté d'autres types de travaux à notre pauvre auditeur. Qu'est-ce qu'il va faire, notre pauvre auditeur, aujourd'hui? Eh ben, il va auditer la gouvernance qui est affectée par le cloud. Est-ce que nous continuons à bien gouverner nos données, étant donné que nous sommes dans le cloud? Donc, il doit fournir une évaluation des politiques et des procédures du cloud et leur efficacité. Fournir à qui? Fournir à la direction, à la haute direction, d'accord? Identifier les déficiences du système de contrôle interne de la conformité dans le cloud. Il doit aussi valider la conformité contractuelle avec le fournisseur de services, c'est un autre point, d'accord? Et il va aussi évaluer les fournisseurs de services en cloud et le contenu des contrats. Donc il y a d'autres briques qui se sont ajoutées à notre auditeur, en plus de l'audit traditionnel des données et des systèmes dans le présentiel. Et donc, l'auditeur, il doit donc identifier les nouveaux aspects affectés par le cloud et qui affectent le cloud. Pourquoi quand je dis affecté par le cloud, c'est normal. Donc nos systèmes sont affectés par le cloud. Mais aussi on peut affecter le cloud. On affecte le cloud, c'est-à-dire on affecte les systèmes d'information des autres en allant dans le cloud. D'accord? Puisque nous partageons une même infrastructure. Et donc il doit rechercher des solutions pour obtenir des résultats similaires à ce qu'ils attendent des environnements des centres de données traditionnels. Lui, il doit donner au client une assurance raisonnable. Mais est-ce qu'il pourra donner la même assurance raisonnable dans un milieu IT présentiel que dans le cloud? C'est ça donc la question. Il doit faire des efforts supplémentaires. Donc jusqu'à quel niveau il doit aller dans ses activités d'audit? Eh bien, ceci dépendra des défis relevés, c'est-à-dire les risques qu'il va trouver. Donc, en fonction des types de risques, parfois il y a des risques pour lesquels il ne pourra pas trouver de solution, surtout s'il y a un flou au niveau juridique, légal, etc. Et bien sûr aussi, ça dépend de l'appétence au risque de l'organisation. Il y a des organisations qui acceptent, qui ont une appétence au risque assez importante, il y en a d'autres pas. Et donc, si l'appétence au risque donc, augmente plutôt, eh ben, l'auditeur il devra faire plus d'efforts pour donner une meilleure assurance à son client. Et donc, du coup, les défis. Tout d'abord, l'augmentation du doute. L'auditeur doit réduire les risques d'audit. Quand on fait un audit, on n'est pas sûr à 100% d'avoir trouvé toutes les preuves. Hein. Il y a un risque d'audit. C'est les risques inhérents, c'est le risque de non-fonctionnement des contrôles, c'est le risque de ne pas avoir trouvé les bonnes preuves, etc. C'est le risque d'audit. Donc, l'auditeur, il doit réduire ce risque d'audit. Un bon auditeur, c'est un auditeur qui doit réduire au maximum le risque d'audit. D'accord? Et il doit donner une assurance raisonnable au client sur la bonne santé du système, sauf que l'audit du cloud est compliqué par le fait que toutes les technologies et tous les contrôles sont hébergés à l'extérieur de l'entité auditée. Et du coup, l'environnement de contrôle, il reste imprévisible et moins sûr. Vous voyez la différence? D'abord, avant, il travaillait sur un endroit fermé. Maintenant, le périmètre, il est ouvert. Il est tellement ouvert qu'on a des difficultés à tout voir, à tout auditer, même si on peut le faire. L'accessibilité non garantie pour faire l'audit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tous les fournisseurs. Ce n'est pas tous les fournisseurs qui nous donnent la possibilité de faire les audits. Donc là, étant donné la nature du partage et la nécessité de collaboration, il est important que les fournisseurs de services facilitent l'accès des auditeurs vers des zones qu'ils administrent directement et ils leur donnent la possibilité d'auditer. Or, ceci, ce n'est pas toujours facile.
Ils ne vont pas donner donc leur système à l'auditeur pour qu'il puisse essayer de chercher les preuves dont il a besoin. Le manque de contrôle et de visibilité dont on a parlé tout à l'heure, eh ben, dans un environnement traditionnel, l'auditeur il ne remet généralement pas en cause les techniques de contrôle ni les techniques de visibilité. La visibilité qui fait quoi? L'état des données. Par contre, dans le cloud, donc on a une imprévisibilité dans le cloud. Ni l'entreprise ni l'auditeur ne peuvent disposer du même niveau de contrôle direct et de visibilité qu'ils ont habituellement dans un environnement présentiel. Et ce qui la cerise sur le gâteau, à cause donc de la mobilité des données et des accès, ben, ces données peuvent se retrouver théoriquement n'importe où, sur les tablettes, sur les téléphones, sur des serveurs un peu partout dans le monde, et du coup, donc, ça devient encore beaucoup plus difficile pour l'auditeur. La forte dépendance par rapport aux fournisseurs de services et le manque de transparence, et donc du coup, l'audit direct des fournisseurs n'est pas toujours pratique, voire possible. D'accord? Quand on dépend d'un fournisseur, ben, s'il nous dit je ne peux pas vous donner de l'audit, il n'y a pas une clause qui existe dans le contrat, ben, on se sent piégé, on dépend de ce fournisseur. Si on insiste, il va peut-être couper les fils, etc. Et donc du coup, cette forte dépendance fait que l'auditeur n'a pas toujours la possibilité de trouver les bonnes preuves pour son client. Donc, les prestataires de cloud sortent difficilement de leur contrat type, surtout pour le cloud public. Ils ne veulent pas. D'accord? Ils ont des contrats, ils ne veulent pas de négociation, ils sont fermés. Donc, généralement, les entreprises, quand je leur pose des questions, ils me disent donc on n'a aucun droit de regard, on ne sait pas. Aujourd'hui, j'ai posé des questions à des clients qu'ils ont leur donné dans Microsoft, dans Office 360, et ils ne savent même pas, il n'y a même pas de contrat, ils n'ont aucun droit de regard sur leurs données, donc c'est vraiment le flou complet. Donc, il n'est pas sûr que l'auditeur puisse trouver des réponses à ces questions. Donc, les questions qu'il a l'habitude de poser dans un environnement présentiel. Aujourd'hui, dans le cloud, ce n'est pas sûr qu'il va pouvoir trouver les bonnes preuves qui vont donc lui donner cette assurance de conformité. Maintenant, par contre, la bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pression concurrentielle. Les hébergeurs commencent à se multiplier et donc, du coup, il commence à y avoir de la concurrence. Et donc, du coup, peut-être que les fournisseurs vont devenir un peu plus chatons, si vous voulez, pour nous permettre de négocier les contrats, surtout avec l'arrivée donc du RGPD en Europe, et donc qui va toucher aussi les sous-traitants un peu partout dans le monde. Et bien, ceci, ça peut notamment aider à inverser donc le rapport de force entre les clients et les fournisseurs de cloud. Les outils de découverte, de diagnostic et d'investigation. Donc aujourd'hui, les auditeurs ont besoin d'auditer techniquement les infrastructures. Or, les outils traditionnels des auditeurs sont à base d'agents qui ne s'étendent pas automatiquement au service de cloud. Et donc, du coup, les outils traditionnels peuvent ne pas fonctionner dans des environnements de type cloud. Et donc, du coup, il va falloir trouver d'autres solutions qui vont nous donner donc des réponses à nos données. L'augmentation de la quantité de travail pour les auditeurs. Vous avez vu que les risques diffèrent en fonction du type de cloud. Et donc, l'auditeur doit identifier, évaluer les risques inhérents au type de cloud auparavant. D'accord? Donc, il y a une quantité plus importante de travail. Il va falloir donc développer des compétences techniques et juridiques supplémentaires pour les auditeurs. Donc les auditeurs, ils ne doivent pas seulement être techniques aujourd'hui, ils doivent avoir donc des connaissances juridiques, parce qu'il y a des problématiques juridiques dont on a parlé tout à l'heure. Et donc du coup, ceci va nous donner, alors juste ce slide qui va vous montrer un peu les différents types de contrôles qu'il y a et qui sont dans un environnement de type cloud. Et quand on parle de contrôle, ça veut dire que l'auditeur doit connaître tous ces contrôles-là et il doit savoir les comprendre, savoir voir leurs limites, les solutions qui peuvent donc augmenter donc les conséquences de la réalisation de certains risques. On me dit que je n'ai plus beaucoup de temps. Alors, la difficulté de vérification de la conformité, aujourd'hui, les auditeurs, alors de nos jours, la plupart des entreprises doivent se conformer à une multitude de lois, de réglementations et de normes. C'est comme ça que ça se passe actuellement.
La réglementation en matière de sécurité de loi, elle étend son parapluie à la conformité à l'évaluation des tierces parties, notamment les fournisseurs, puisqu'il y a aujourd'hui une exode de nos systèmes vers l'externalisation et vers les fournisseurs. Alors, les nouvelles exigences légales et réglementaires ont augmenté les niveaux de sécurité, bien sûr, et de protection des données personnelles. Et du coup, l'auditeur est appelé à vérifier avec encore plus de vigilance et d'efficacité cette conformité dans le cloud que dans un mode présentiel, toujours à côté de en fonction de ces problèmes de mobilité et de disparité des données. Et donc aujourd'hui, il y a des difficultés de vérification de cette conformité. Donc, il y a des craintes que les données ne soient pas stockées dans un lieu unique. Si les autorités demandent des données, il faut leur donner ces données sans compromettre d'autres informations. Et donc, du coup, il y a un risque. L'utilisation des services en cloud ne garantit pas que l'entreprise peut obtenir ces données lorsqu'on en a besoin. On en a parlé aussi. Les données sensibles sont stockées sur des smartphones, des tablettes. Et donc, tout ça, c'est difficile à notre auditeur de vérifier qu'on reste conforme à ces exigences de par toutes ces nouvelles situations qui se présentent. Il y a aussi donc la circulation internationale des informations. Aujourd'hui, quand on a des données dans le cloud, nos données et nos processus, à cause donc de la répartition de charges, à cause de la multitude des data centers de chacun de nos fournisseurs, nos données sont en train de circuler un peu partout dans le monde. Et donc l'auditeur, il doit vérifier encore plus d'efficacité la conformité aux lois et réglementations. Pourquoi? Parce que ce qui est permis dans un pays peut constituer une infraction dans un autre. Les pays n'obéissent pas aux mêmes lois et aux mêmes réglementations. Et donc, du coup, notre auditeur, il ne sait même pas où sont nos données. Il doit chercher encore plus pour voir est-ce que c'est les mêmes lois, etc. Et donc là, il peut donc découvrir des non-conformités. Au fait, donc, la particularité du cloud, c'est sa particularité, c'est comme ça qu'il est fait, de se déployer dans un espace sans frontières, normalement, c'est ça, d'accord? Mais lorsque le fournisseur de services est installé ou représenté dans un pays, c'est la législation du pays hôte qui s'applique, d'accord? Si nos données sont en Tunisie, c'est la législation tunisienne qui s'applique. Si c'est en France, c'est la France. Dans chaque pays, la teneur des lois qui réglementent ces informations est très variable, donc les lois ne sont pas les mêmes. Et l'emplacement physique, en plus, détermine la juridiction et les obligations légales en vigueur, ce qui fait que les données, qui peuvent être stockées n'importe où dans le nuage, leur emplacement physique peut poser problème. Et c'est pour ça que la conformité n'est pas facilement vérifiée. Oui, j'arrive, je termine. Donc, des connaissances et compétences des auditeurs. Nos auditeurs aujourd'hui ne doivent plus être la dernière roue de la charrette, c'est pas les gens qu'on n'aime pas qu'on place comme auditeurs, non. Un auditeur aujourd'hui, il doit avoir des compétences et des connaissances. S'il va auditer nos infrastructures, il doit connaître ce que nous avons. Il ne pourra pas émettre un avis objectif s'il n'a pas les connaissances et compétences nécessaires. Et regardez un peu la liste des domaines sur lesquels notre auditeur devrait être formé. Il doit avoir des connaissances sur la gouvernance, sur la connectivité réseau, sur l'emplacement des données, sur les aspects juridiques, sur la réponse aux incidents, sur la continuité d'activité, sur l'audit et tant d'autres. Donc il doit être un dictionnaire, notre auditeur, ou bien se faire aider, bien sûr, par d'autres auditeurs et se partager les tâches. Mais néanmoins, il faut que toutes ces informations-là soient connues par les auditeurs de l'équipe d'audit qui va faire la mission d'audit. Donc, il y a des initiatives aujourd'hui pour parler à ça. Je parle un peu de l'Alliance CSA. Donc, l'Alliance CSA, c'est un consortium de plusieurs fournisseurs dans le monde qui font la promotion de l'utilisation et ils donnent les meilleures pratiques pour garantir la sécurité dans le cloud. Il y a un groupe qui s'appelle le Cloud Audit. Le Cloud Audit, c'est un groupe qui développe une interface et qui donne donc des moyens pour garantir un bon audit des infrastructures cloud. Alors, qu'est-ce qu'il met à notre disposition, ce Cloud Audit? Il met à notre disposition une matrice qui s'appelle le Cloud Control Matrix. C'est quoi? C'est une liste de contrôle de sécurité orientée cloud. D'accord? Orientée problématique cloud. Mise à la disposition sur le site de la Cloud Security Alliance, vous pouvez le trouver, et qui permet de jeter les premières fondations de l'analyse des risques d'un service cloud. D'accord? Donc, nos entreprises, nos risk managers, nos auditeurs peuvent utiliser déjà cet outil.
pour comprendre un peu où est-ce qu'ils en sont par rapport donc au b.a.-ba, aux bonnes pratiques de l'utilisation du cloud. Bien sûr, chaque contrôle, il est croisé avec d'autres normes de sécurité. Vous reconnaissez là 27001, 27002, COBIT, PCI DSS, d'accord? Donc, ils ont pris les bonnes pratiques de la sécurité dans les différents référentiels et ils ont créé donc une liste, une checklist pour essayer de mesurer son risque par rapport donc au cloud. D'autres outils comme les outils COBIT de l'ISACA. Je ne sais pas si vous connaissez COBIT. COBIT est un référentiel de gouvernance et de management de l'information qui est proposé par ISACA, qui est donc l'association des auditeurs aux États-Unis. Et là, COBIT nous donne un certain nombre de processus qui sont orientés vers l'utilisation, vers le cloud, dans le sens, c'est-à-dire vers le travail en commun avec les fournisseurs. Et donc, il y a des problématiques cloud qui sont donc traitées par ces processus de COBIT 5. Ces processus donc nous donnent des objectifs, des indicateurs de performance, des activités, des bonnes pratiques pour mettre en place donc une bonne gouvernance et essayer donc de réduire les risques qui sont liés au cloud. Donc, ces bonnes pratiques vont toucher les aspects de gouvernance de l'information. Donc, quand je dis gouvernance, regardez, vous avez ici la conformité légale, le droit à l'audit, l'auditabilité, les certifications des fournisseurs, la gestion des services offerts par un tiers. Tout ça, il y a des processus au niveau de COBIT qui vous permettent de gérer tous ces aspects-là et de ne pas donc avoir et de réduire les risques suite à ces utilisations. COBIT aussi traite le management, je vous ai dit, c'est un référentiel de gouvernance et de management des SI. Donc, il propose ce qu'on appelle des facilitateurs pour la gouvernance et pour le management. Donc, pour le management, regardez, il peut nous donner des processus qui vont gérer les notifications d'incidents, les sécurités de l'application, les outils et services, la gestion des clés, quand on parle de clés de sécurité et de cryptage, la gestion des accès et des identités, notre fameux IAM pour l'accès sécurisé sur les plateformes du fournisseur, la virtualisation, etc. Donc, COBIT, l'utilisation de COBIT nous permet de mettre en place ces processus pour garantir donc une bonne utilisation du cloud. Donc, quelques recommandations d'audit pour terminer. Ça y est, je termine. Donc, d'abord, pour que les entreprises tirent profit de l'utilisation du cloud, il faut que ça démarre du haut. Il faut qu'il y ait une stratégie de gouvernance claire et un plan de gestion qui sont établis par la haute direction, d'accord? Donc, il va falloir d'abord, avant d'aller dans le cloud, donc voir un peu, identifier nos contraintes légales, pratiques et techniques. Il faut identifier les données, les traitements. Ce sont les recommandations que donnerait un auditeur d'une infrastructure de cloud, d'accord? Étant donné les risques potentiels, il faut mettre donc en place un programme de sécurité de qualité, un SMSI par exemple, y compris la gestion des risques. Donc avant d'aller dans le cloud pour garantir que l'information sera disponible et bien protégée. D'accord? Alors, il faut aussi veiller à la bonne conformité contractuelle, qu'il y ait des contrats de type SLA, qu'il y ait des processus de communication, qu'il y ait des matrices de rôle et de responsabilité. Qui fait quoi dans une infrastructure cloud? D'accord? Il faut aussi qu'on soit bien conseillé sur le plan juridique, puisqu'il va y avoir un contrat, il ne faut pas qu'on soit arnaqué, d'accord? Donc les clients doivent comprendre les engagements des fournisseurs, la transparence, la formalisation de ces contrats doit être bien faite. Encore d'autres recommandations. Donc, quelque chose de très important. Aujourd'hui, vu que les données sont un peu partout, il va falloir peut-être changer notre manière de sécuriser les données. Il faut sécuriser les données elles-mêmes, comme on a fait en RGPD, quand on dit privacy by design, quand on dit security by design. C'est le design, c'est la conception de la donnée elle-même ou du programme lui-même. Comme ça, on pourrait éviter ces problématiques de données qui sont un peu ici et là. Donc, on doit pouvoir peut-être changer notre vue de la sécurisation des données. D'accord ? Il faut recourir à des normes et à des cadres de référence. Ça va permettre donc aux entreprises et aux auditeurs de vérifier la qualité des mesures. Quand je dis ça, je parle de ISO 27002, 27017, 27018. Qu'est-ce que 27017 et 27018 ? Ce n'est que 27002 et appliqué. Appliqué à quoi ? Pour le 27018, c'est les mesures de sécurité dans une infrastructure cloud, les bonnes pratiques à mettre en place dans une infrastructure cloud.
27017, c'est les bonnes pratiques pour sécuriser les données privées. D'accord? Donc, quand on est dans une infrastructure cloud et qu'on a donc une sécurisation et une protection de données à mettre en place, il faut aller travailler sur les référentiels, sur les normes 27017 et 27018. C'est des bonnes pratiques qui ne sont autres que la 27002, qui est la norme générique, mais splittée par domaines qui sont le cloud et la propriété des données. Donc, aussi bien l'auditeur, il va faire son audit conformément à ces normes-là, et l'utilisateur aussi, quand il mettra en place son infrastructure cloud, il va falloir qu'il utilise ces normes-là. Autre chose, les fournisseurs de services cloud, ils doivent garantir à leurs clients qu'ils agissent dans les règles de l'art. Comment? Quand ils sont certifiés. C'est une garantie par une tierce partie. Quand ils sont certifiés 27001 pour la sécurité, 22301 pour la continuité d'activité et la reprise après sinistre, ISO 20000 pour la bonne gestion des services, PCI DSS, la conformité des transactions de sécurité, des transactions financières, IPA, SOX, SOC 1 et SOC 2. SOC 1 et SOC 2, ce sont donc deux référentiels pour la reconnaissance du niveau de sécurité du cloud. Donc tout ça, c'est des certifications qui parlent d'elles-mêmes. Et normalement, objectivement, elles doivent être objectives, ces certifications. Donc, ça donnerait un gage de sécurité à l'auditeur et au client, les deux. L'auditeur, quand il vient et qu'il trouve que notre fournisseur est certifié, il a moins de doutes. Donc, il peut se fier sur cet audit-là, sur cette certification pour dire hey, ce centre-là ou ce fournisseur-là, il est certifié, donc il peut, ça réduit donc les risques et ça réduit les doutes. Donc, par exemple, OVH est certifié 27001, il est certifié SOC 1 et SOC 2. Si je prends par exemple Microsoft, il est certifié SOC, donc SOC 1 et SOC 2, comme quoi il y a des bonnes pratiques de mise en place du cloud. Alors, je terminerai par un dernier slide que j'ai vu et qui m'a plu. Un article qui dit « Quels sont les risques à cibler, les sujets incontournables de l'audit interne en 2018 ?» Quels sont les sujets qui vont être audités en 2018 ? Alors, cet article, qu'est-ce qu'il me donne comme sujet ? Regardez. Tout d'abord, le RGPD. Ensuite, la cybersécurité. La complexité réglementaire et incertitude, ce sont les sujets sur lesquels les auditeurs vont être appelés, vous voyez ? C'est ce qu'ils vont auditer en 2018, c'est ce qu'ils ont déjà commencé, puisque 2018 va finir dans 2 mois. Le rythme de l'innovation, les risques liés aux fournisseurs et maîtrise de la relation avec les tiers, la problématique de la culture, le capital humain et transformer la fonction d'audit interne. Ce sont là tous les sujets. Alors regardez, parmi ces sujets, vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup de sujets qui sont en relation avec les infrastructures cloud, notamment les risques liés aux fournisseurs, la complexité réglementaire et incertitude si on est en cloud, elle est donc une problématique encore plus accentuée, la cybersécurité, on vient de le voir, l'RGPD, la protection des données, nos données sont dans le cloud, d'accord ? Le capital humain qui va peut-être, et le problème de culture qui va être contre l'utilisation du cloud, etc. Et donc du coup, le cloud, ajouté à ces domaines-là, ne fera qu'accentuer la nécessité d'auditer ces sujets en 2018 et bien sûr prochainement. Voilà, je vous remercie. Je vous ai trop retenu, mais je n'avais pas le choix parce que j'avais un enchaînement que je devais finir. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ?